daté du 22/1/2010 à 18h38. J'estime, à mon avis, que dans ce genre de livre, document, il est nécessaire de dater les idées, les paragraphes, pour permettre à l'auteur de se rappeler le moment de l'écriture et aussi pour faciliter la chose ou les choses pour d'éventuels chercheurs. Bien, d'ailleurs même toutes les vidéos devraient être datées dans le même sens. Le gouvernement, c'est compte tenu de la phase de transition que nous devons franchir. D'abord, essentiellement et surtout, c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Cela veut dire que les gens ne se remettront à espérer que si les actions immédiates et réelles de ces deux ministres leur inspireront confiance. D'habitude, la presse, les observateurs, les analystes, ainsi que M. Quelconque, s'abstiennent de faire dans le désespoir lorsqu'un ministre est nouvellement nommé. Ils attendent avant de se prononcer pour éviter d'être taxés de nihilistes, etc. Mais aussi parce qu'à chaque fois, ils espèrent quand même de bonnes choses. Bref, d'habitude, à chaque fois que des ministres sont nommés, les gens ont de l'espoir. Cependant, les nominations se sont succédées, mais avec toujours les mêmes déceptions en fin de compte. Aujourd'hui, si les gens refusent d'afficher leur espoir, c'est parce qu'ils ont trop peur d'être déçus une ultime fois. Les gens ont mal à l'espoir. Les déceptions qui se succèdent leur font trop mal. C'est pour ça qu'ils tiennent à se délivrer de toute espérance. D'autant plus qu'ils ont l'impression qu'avec les dernières nominations, ce sont les dernières cartes qui sont jouées. Si avec la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur et du nouveau ministre de la Justice, les gens ne veulent d'emblée pas se faire d'illusions, ce n'est pas en raison des profils de ces deux ministres, mais c'est parce qu'ils sont à bout de patience. Bref, les gens ont trop peur que les deux nouveaux ministres ne fassent rien non plus pour changer les choses. Alors je passe à la petite conclusion, d'ailleurs, qui revient. C'est-à-dire que dans ce livre, j'ai tenu à signer une conclusion pour chaque idée ou paragraphe ou passage que j'écris. Conclusion. C'est le ministre de l'Intérieur qui donnera la cadence du changement. Et pour commencer, ce ne sera sûrement pas une question de moyens, de budget ou de matériel, mais une question de gestion des hommes. Le personnel d'autorité d'abord et avant tout. Encore une page blanche, encore un nouveau départ, mais au travail quand même. Alors, pour m'attaquer à ce sujet, j'ai choisi une étude sur 3 axes. 1. Étude de l'existant. 2. Étude préalable. 3. Étude fonctionnelle. L'étude fonctionnelle comprend le redressement de certaines mentalités. 2. La méthode de travail. 3. La nécessité de réhabiliter les agents d'autorité marginalisés ou radiés injustement. D'accord. Pour ce qui est de l'étude de l'existant. 1. Des agents d'autorité que les gouverneurs ne mobilisent que lors d'une campagne électorale, d'une opération pour la propreté d'une ville, uniquement lorsque celle-ci se prépare à recevoir la visite d'une éminente personnalité nationale, internationale ou de quelques délégations, ou alors lors d'une grève, émeute, etc. Depuis des générations, des agents d'autorité croient qu'ils ne servent en fait qu'à faire réussir coûte que coûte une visite et à informer de tout ce qui, de près ou de loin, pourrait menacer la quiétude publique. À part ça, ces agents d'autorité croient qu'ils peuvent se reposer et gérer leurs administrations à leur guise. Notez bien, je dis des agents d'autorité et non pas les agents d'autorité.
C'est-à-dire que je parle ici des exceptions. Voilà. Deux, bien sûr, je ne prends que les idées maîtresses. Des agents d'autorité que l'on ne mobilise pas ou peu, dans certains cas seulement, ou dans certains cas seulement, périodiquement et sérieusement, pour leur faire prendre conscience de l'importance de bien traiter les sujets du roi, les citoyens, les contribuables qui viennent dans les arrondissements ou dans les administrations pour l'obtention de quelques documents ou pour se plaindre d'un problème ou d'un autre. C'est-à-dire que les agents d'autorité devraient être mobilisés régulièrement par leur supérieur hiérarchique pour évaluer un peu leur action sur ce volet, c'est-à-dire pour voir un peu comment ils traitent les citoyens, sujet du roi. 3. Des agents d'autorité auxquels l'on ne rappelle jamais la différence entre cadeau et corruption. Moi, je pense que des réunions périodiques devraient être tenues juste pour rappeler ce genre de choses aux agents d'autorité. L'étude préalable. Des agents d'autorité sont capables de réaliser des miracles. Plantation d'arbres vieux de 10 ans en un jour, ravalement des façades de la ville en 3 jours, installation des trottoirs dans une ruelle ou sur une piste en une journée et une nuit, mise en fourrière de tous les chariots illégaux et de toutes les bêtes de trait et des troupeaux égarés, de moutons en pâturage clandestins en quelques heures. Fermeture de toutes les caves qui servent de salle de jeu de billard ou à d'autres choses en 2 heures, etc., etc. Comment pareils exploits sont-ils possibles? Il ne faudrait pas trop se leurrer quand même. Si cela est possible, c'est juste parce que les habitants, les commerçants, les marchands ambulants, etc., sont informés du caractère provisoire de ces mesures. Ce qui fait que tout le monde s'y met comme par nécessité de passer un mauvais quart d'heure avant de se remettre dans l'illégalité pour les contrevenants et avant de replonger dans la fainéantise générale pour les fonctionnaires et les employés des services techniques des communes et autres. Résultat, la ville replonge dans le désordre dès la fin d'une campagne provisoire en attendant la prochaine campagne 4 ans plus tard, l'année d'après ou pendant le semestre suivant pour le meilleur des cas. Exemple. Bon, alors on se passera des exemples. L'étude fonctionnelle. Les exemples sont très importants, mais bon, faute de temps, on ne peut pas quand même tout. Étude fonctionnelle. Agir sur 3 axes. 1. Le redressement de certaines mentalités. Simples exemples de cas éventuels à traiter. Expliquer à certains agents d'autorité qui sont très bien payés par rapport à leur qualité professionnelle qu'en dehors du ministère de l'Intérieur, ils ne trouveraient pas de travail aussi bien rémunéré ou pas de travail du tout. Et que par conséquent, ils n'ont aucune excuse de toucher des à-côtés par-ci et par-là, sans omettre de leur rappeler les conditions de la crise économique, le taux de chômage, etc. Expliquer à certains agents d'autorité qu'ils doivent donner l'exemple à leurs subalternes en étant incorruptibles, que la situation est très critique et que la nation ne peut désormais compter que sur leur incorruptibilité. Expliquer à certains agents d'autorité qu'il n'y a de nos jours plus personne pour leur donner des cadeaux, mais de pots de vin seulement. Expliquer à certains agents d'autorité qu'un certain citoyen satisfait dans les bons délais et selon la loi ne pensera jamais à leur apporter un présent et par conséquent, seuls les contribuables maltraités se croient obligés de leur remettre directement ou à leurs subalternes un cadeau qui signifie dans 99,99% des cas corruption. Expliquer à certains agents d'autorité qu'il faut absolument qu'ils apprennent à payer leurs pots dans les cafés et restaurants et de ne jamais faire figure de mendiants, éventuellement, devant les propriétaires des cafés et des restaurants qui leur font payer de toute façon les cafés qu'ils boivent ou les plats qu'ils ingurgitent. Éventuellement, d'une façon ou d'une autre, mais aux dépens de l'intérêt général et de leur propre dignité. Expliquer à certains agents d'autorité qu'il faut absolument qu'ils rompent avec cette fâcheuse habitude
d'envoyer chercher les journaux pour les lire gratuitement parce que cela s'assimilerait au vol. Mais il faut dire que les choses ont peut-être changé parce que dans les cafés, on constate que les cafés offrent ce service, c'est-à-dire offrent les journaux à leurs clients. Donc, les propriétaires des cafés achètent les journaux et les donnent à leurs clients pour les fidéliser. Et donc, c'est bon. Expliquer à certains agents d'autorité qu'ils ont pour mission de donner une bonne image de l'administration par leur comportement quotidien dans leurs commandements respectifs. Un comportement strict, ferme, honnête, juste et poli. Expliquer à certains agents d'autorité qu'ils ont pour mission de lutter contre la corruption à leur niveau, en s'abstenant de reprocher quoi que ce soit à un supérieur hiérarchique. Le respect doit demeurer. Je reprends. Expliquer à certains agents d'autorité qu'ils ont pour mission de lutter contre la corruption à leur niveau, en s'abstenant de reprocher quoi que ce soit à un supérieur hiérarchique. Direct, sauf dans le cas où, éventuellement, ce dernier leur demande ou leur ordonne de s'impliquer dans quelque népotisme ou concussion. Expliquer à certains agents d'autorité qu'envoyer un auxiliaire chercher quelques fournitures matérielles ou matériaux sans les payer, pour la bonne cause, c'est lui donner carte blanche pour toucher du bakchiche, sans jamais pouvoir le sanctionner le cas échéant. Expliquer à certains agents d'autorité qu'ils ne travaillent pas seulement en contrepartie d'une rémunération, mais surtout pour la gloire de la patrie, qu'ils sont des militants de l'administration, appelés à se doter d'un esprit de sacrifice élevé, leur dire que réserver 500 dirhams mensuellement de son salaire pour sauvegarder l'honneur de l'administration en cas de nécessité n'est pas une perte lorsqu'on est militant sincère, bon musulman. Là aussi, j'ai pu constater que récemment, des agents d'autorité qui donnaient de leur poche, c'était merveilleux à voir. Et donc, expliquer à certains agents d'autorité qu'ils doivent apprendre à aimer leur travail et cesser de se plaindre devant les contribuables et faire figure ainsi de victimes pitoyables, car ils sont assez bien choyés par rapport aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Expliquer à certains agents d'autorité qu'il faut cesser d'être jaloux des primes que perçoivent d'autres fonctionnaires dans d'autres ministères, car chacun est là où il est et perçoit ce que Dieu lui a réservé. Là aussi, bien évidemment, c'est une idée que j'ai dû soigner plus tard, je pense vers 2015, 16, 17, tout au long, dans des articles en arabe publiés, où j'avais proposé de réaliser une certaine équité entre les fonctionnaires à travers les ministères. Parce que comment peut-on expliquer que, par exemple, au ministère de l'Enseignement ou au ministère de l'Intérieur, les fonctionnaires ne perçoivent jamais aucune prime, exceptionnelle ou autre, alors que les autres fonctionnaires, d'autres fonctionnaires dans d'autres ministères, d'autres départements, comme, je ne sais pas, c'est pas la peine de les citer, perçoivent des primes conséquentes. C'est peut-être dû à un héritage colonial. Il n'est que trop temps d'abroger cette pratique, à mon humble avis. Deuxièmement, avant le deuxièmement, expliquer à certains agents d'autorité que le changement en cours restera impossible sans leur contribution, que la réforme de la justice ne sera possible que s'ils adoptent et transmettent aux gens un sens élevé de la justice, à commencer par traiter les citoyens, lesquels sont sujets du roi, sur le même pied d'égalité, en toute bonne foi. Évidemment, le métier d'agent d'autorité, à l'origine, c'est d'alléger un peu les tribunaux, des dossiers vides, entre guillemets, les simples conflits entre riverains, entre voisins, les petits problèmes, c'est à l'agent d'autorité de le prendre en charge.
L'agent d'autorité doit recevoir les plaintes au quotidien, tenir un registre, paraffer, dater, donner un reçu pour chaque citoyen qui vient déposer une plainte, dans l'arrondissement où maintenant le Mulhaqa, bon, et suivre la plainte, convoquer les parties, essayer de trouver un consensus, essayer d'arranger les choses et prendre des décisions carrément. C'est de cette façon que la confiance régnera. C'est de cette façon que les agents d'autorité pourront gagner la confiance de la population. 2. Méthode de travail. Et aussi, bien sûr, l'agent d'autorité est officier de police judiciaire et donc il n'est pas possible et inconcevable qu'il ne tienne pas un registre de garde à vue paraffé par le ministère public. Parce qu'il est nécessairement amené à procéder à des arrestations. Et la loi est la loi pour tout le monde. Un agent de police ne peut pas procéder à l'arrestation, à une garde à vue sans registre. Et donc, l'agent d'autorité aussi, le caïd, etc., est tenu de tenir un registre des gardes à vue. Bien. Méthode de travail. Les agents d'autorité ne sont pas des robots. On ne peut pas les mobiliser tous ensemble pendant 2 jours et 2 nuits successives, par exemple, sans que cela ne retombe sur les administrés au quotidien pour le reste de la semaine. Bon, ici, j'explique un peu et je donne des solutions. Mais en fait, voilà, les agents d'autorité font un grand travail au quotidien et donc ils devraient assumer pleinement leurs responsabilités et travailler de leur propre chef pour ce qui est des questions simples, les activités quotidiennes qu'ils entreprennent au quotidien. Et exceptionnellement, lorsqu'ils reçoivent des ordres, lorsqu'il y a un événement ou lorsqu'il y a quelque chose, à ce moment-là, c'est autre chose. Bon. Mais il ne faudrait pas les mobiliser tout le temps, parce qu'ils ne sont pas des robots, justement. Et pour que le rendement soit meilleur. Bon, alors, je vous épargne tout cela. 3. Réhabiliter les agents d'autorité marginalisés ou radiés injustement. C'est cela qui rendra toutes les bonnes intentions possibles et les discours crédibles. Autrement, ce ne serait que continuer à demander implicitement aux agents d'autorité de ne pas donner suite, comme toujours, aux beaux discours. Par ailleurs, il faudrait humaniser le traitement des dossiers des agents d'autorité en rompant avec les listes de radiation collectives que l'on présente au palais pour signature, sachant qu'un daïr de radiation ne souffre aucun recours administratif ni même judiciaire, ce qui est normal. Car, sur une liste comportant une vingtaine ou même plus de noms d'agents radiés pour faute grave, éventuellement, il est toujours facile de glisser le nom d'un agent d'autorité intègre qui a gêné des corrompus. Et il faudrait absolument mettre fin à cette idée répandue qui veut qu'au ministère de l'Intérieur, on n'aime pas les intellectuels. Parce que cela donne une image de rassemblement d'incultes à ce ministère qui pourtant compte de nombreux cadres de très haut niveau, mais obligés de jouer aux ignorants pour rester dans les normes, ce qui ne favorise pas l'émergence et l'émancipation des compétences. Bon alors, il y a tout un tas de questions que j'aborde ici. Mais après la publication de mon livre, et surtout après une campagne entamée avec feu Tariq Sbaï, Allah yarhamou sa'ali, Fadnar, les agents d'autorité ont eu droit à un nouveau statut. Auparavant, avant donc ce statut, les agents d'autorité étaient radiés machinalement, ils étaient même prévenus par téléphone ou
de bouche à oreille. Il n'y avait pas de conseil disciplinaire, il n'y avait rien du tout. On radiait les gens comme ça. Et on disait c'est parce qu'ils avaient commis une faute grave. Bien. Alors, la faute la plus grave, c'est la corruption, bien sûr. Supposons qu'un agent d'autorité soit corrompu. Et donc radié. Tout à fait normal. Bonne chose. Mais auparavant, on le ramenait à son cadre d'origine. Il redevenait fonctionnaire sans commandement, sans autorité, mais il restait dans l'administration. Avec le nouveau statut, c'est plus possible. Un agent d'autorité radié est exclu de la fonction publique. Ça, c'est bien. C'est donc une évolution. Mais en contrepartie, il est nécessaire de réhabiliter les agents d'autorité marginalisés ou radiés, qui avaient été radiés auparavant injustement. C'est ça le problème. Parce que leur réhabilitation, c'est un signe fort pour tous les autres agents d'autorité de la volonté de mettre fin à certaines pratiques surannées. Bien. Alors, on arrête pour cette fois. Barkoum Saoud Lila Kbira. Priez bien et dormez bien. Merci pour votre attention.